Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal régional. Ce jeudi 10 janvier, en Bretagne, le Conseil régional est devenu actionnaire d'une entreprise agroalimentaire, la société Dossi. L'annonce a été officialisée ce jeudi à Ploërmel. Plus d'explications sur cette opération dans ce journal. Votre sapin de Noël a orné votre maison, mais il ne doit pas maintenant finir ses jours dans la rue. De nombreuses villes de la région mettent donc en place des points de collecte pour transformer votre arbre en compost. Et puis dans le port du Légué à Saint-Brieuc, le vieux gréement La Pauline est en travaux. Le bateau va être bientôt pourvu d'un nouveau pont, un chantier que vous pourrez découvrir dans un instant. Et je vous le disais en titre, la région vient de devenir actionnaire de l'entreprise agroalimentaire Dossi. Une prise de position économique encore rare et rendue possible grâce à une loi de 2015. Cette union à 5 millions d'euros a été officialisée ce jeudi à Ploërmel. Karine Chevrolier. Il y a 2 ans, le groupe Dossi ouvrait le capital de sa société de production œufs et légumes aux investisseurs. Une démarche suivie par la région Bretagne qui accordait alors une avance de 5 millions d'euros. Aujourd'hui, elle réinvestit cette somme en entrant au capital du groupe. Il y a 3-4 ans, 80% de notre temps était consacré à des crises, à des situations difficiles, à des accompagnements d'hommes et de femmes qui perdaient leur boulot, à des entreprises qui fermaient. Aujourd'hui, 80% de notre accompagnement, c'est du développement. C'est des nouveaux sites, des nouvelles entreprises, de nouveaux emplois, de l'accompagnement d'hommes et de femmes qui doivent aller vers de nouveaux métiers. Et cette entrée au capital à 2,5% est un symbole, un message que nous voulons adresser et au monde agricole et au monde de l'agroalimentaire. Car la région veut faire de la Bretagne le leader du bien manger. Cette entrée au capital de Dossi va notamment permettre à la coopérative d'accompagner les producteurs de Bretons vers une production dite alternative. On les accompagne sur cette transformation parce qu'il y a des gens qui ont quand même investi des sommes très importantes jusqu'en 2012 dans des bâtiments cages. Et en suivant les amortissements des bâtiments, donc il y a un échéancier qui est fait aujourd'hui et puis accompagner les producteurs à transformation de leur élevage. Et après, il y a des sites qui correspondent à faire du plein air, il y en a d'autres à du bio, il y en a d'autres du sol. Donc il y a une étude qui est faite chez chaque producteur pour voir quelle sera leur production de demain. Aujourd'hui, 30% du site de Ploërmel est approvisionné en production alternative. D'ici 2025, Dossi s'engage à sortir du modèle de l'œuf de poule en cage. Le début d'année, c'est la saison des vœux et voici ceux du vice-amiral d'escadre Jean-Philippe Roland. Il commande près de 100 navires et 10 000 marins d'État et est habituellement basé à Toulon. Il était à Brest ce jeudi sur le Mutin pour s'adresser à quelques-uns de ses hommes. Le patron des marins de la Marine nationale a présenté les grands projets de la force d'action navale, comme l'entrée en service des dernières FREMM, les frégates multimissions, ou le passage de 3 nouveaux bâtiments au principe de double équipage. Explication au micro de Frédéric Lorenz. Nous allons avoir des nouveaux bâtiments qui vont entrer en service, en particulier à Brest. On va voir arriver la Normandie, on va voir arriver la Garonne, et puis passer des bâtiments qui vont rebondir à Brest, vont faire des essais pour après partir par exemple aux Antilles avec le Dumont d'Urville et la Combattante. C'est également une année pour laquelle nous allons préparer pour 3 bâtiments de la force d'action navale de passage à double équipage. Par des cycles que nous allons fixer à environ 4 mois, il y aura une alternance entre un équipage en charge du bâtiment, soumis aux alertes, partant en mission, et un équipage qui pendant ce temps-là se prépare, est en formation sur simulateur, prépare ses nouvelles missions, bien sûr prend quelques permissions également, c'est important, et puis peut aller relever l'équipage qui est en charge, aussi bien sur les lieux d'opération ou au port-base. Et nous retrouvons à présent votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos. Elle a été préparée aujourd'hui par Jérôme Gallo. Exploit de l'en avant en Coupe de la Ligue. Mercredi soir, les Guingampais ont sorti un PSG invaincu depuis 4 saisons en Coupe nationale. Il a fallu 3 pénaltys, dont un raté, pour que les Bretons s'imposent 2-1 au Parc des Princes. Tirage au sort des demi-finales ce jeudi soir à 20h45. L'en avant pour affronter Monaco, tombeur de Rennes, Strasbourg ou Bordeaux. Une délégation de salariés de BIC Écriture reçue par le maire de Vannes ce jeudi. En grève depuis une semaine, ils dénoncent la fermeture de l'atelier par le nouveau repreneur estonien et donc le licenciement de 31 personnes. David Robot s'est engagé à rencontrer au plus vite Tae Outdoors et a commencé à sonder les entreprises vannetaises en vue de possibilités d'embauche. Le secteur naval est notamment consulté.
À Saint-Brieuc, la trêve des travaux est terminée. Le chantier Théo va reprendre dès ce mois de janvier. Au programme de ce début d'année, 3 secteurs sont concernés, avec en point d'orgue la fermeture durant 2 semaines du carrefour du 8 mai 1945 en février. La Bretagne championne de France des TER à l'heure. Selon le dernier bilan dressé par l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, seuls 6% des TER accusent un retard de plus de 5 minutes en 2017. En comparaison, en Pays de la Loire, c'est plus de 11%. Raison invoquée par la SNCF, le matériel neuf, l'engagement des cheminots bretons et un travail en harmonie avec la région. Le calendrier de la rénovation du musée des Jacobins à Morlaix se précise. La longue phase préparatoire vient de se terminer. Les travaux pourront donc débuter au printemps prochain pour une livraison estimée fin 2023. L'église sera entièrement restaurée et des réserves construites. Coût du chantier, 14 millions d'euros. Ils ont été les rois des forêts et des fêtes de fin d'année, mais leur règne se termine. Les sapins de Noël ne doivent pourtant pas finir abandonnés dans vos rues. À Quimper, Vannes ou Brest, des points de collecte sont mis en place. Les arbres sont ensuite broyés pour servir de compost. Et les habitants adhèrent de plus en plus à cette démarche, comme nous le montre Lisandra Chadefaux. Cet habitant de Plouzané vient pour la 2e fois récupérer du broyat de conifères. Il s'en sert comme compost pour son jardin. Cette opération de broyage de sapin est l'occasion de faire le plein. J'ai déposé mon sapin samedi dernier à Plouzané et j'ai ce jour-là aussi pris du broyat de sapin. Et puis maintenant, je profite d'aller sur les secteurs qui sont autour de Plouzané pour récupérer un peu plus de broyat de sapin. Sur la place de la mairie des 4 Moulins à Brest, le broyage s'effectue dans la bonne humeur autour d'un café. Durant l'opération Sapin Malin, les habitants peuvent venir déposer leurs conifères dans un des 17 lieux de collecte mis en place à travers la ville et repartir avec le résidu. Car abandonner son sapin sur la voie publique peut vous coûter 150 € d'amende. On est venu amener notre sapin pour récupérer le paillis, pour pouvoir l'utiliser dans notre jardin, pour éviter les mauvaises herbes en fait. Un geste écologique et économique, il évite de surcharger les déchetteries par un afflux de sapins. La métropole estime qu'un foyer sur 5 possède un arbre de Noël naturel. C'est vrai que depuis 2012, la première année, on a peut-être 2000 sapins qui étaient collectés et broyés. L'année dernière, on était à pratiquement 7000 et cette année, je pense qu'on va battre des records parce que vu comment c'est bien parti cette année, je pense qu'on arrivera peut-être aux 8000 sapins pour l'année 2019. En une matinée, 200 sapins ont été broyés. Le compost restant sera utilisé dans les jardins partagés de la ville. Tous ceux qui ont pu récupérer le précieux butin pourront profiter de la douce odeur du sapin encore plusieurs semaines après Noël. Dans ce journal, nous allons maintenant au port du Légué à Saint-Brieuc pour découvrir à la Pauline un vieux gréement labellisé bateau d'intérêt patrimonial. Une restauration exceptionnelle est en cours. L'intégralité du pont doit être refait à neuf. Mathilde Kemener s'est rendue sur le chantier. Elle y a rencontré des bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts. D'ici quelques jours, le vieux gréement La Pauline n'aura plus de pont, il va être restauré. Une première depuis sa construction il y a 27 ans. C'est une réplique d'une chaloupe du port de Daouette, près de Saint-Brieuc. Elle est reconnue d'intérêt patrimonial. Il a été construit en mélèze et c'est un bois qui pourrit sous l'action de la pluie. L'eau douce, c'est l'ennemi du bois, pas l'eau de mer. L'eau de mer conserve le bois, l'eau douce pourrit le bois. Et ce sera Marc avec ses ouvriers qui va refaire un pont entièrement en contreplaqué et en bois exotique. Mais avant, les bénévoles de l'association vont se succéder pour enlever ce bois et ils ne ménagent pas leurs efforts. Réaliser une partie des travaux permet de réduire la facture. Ça fait quand même drôle si on peut dire défoncer. Mais voilà, si c'est pour qu'elle puisse continuer à naviguer, qu'on donne du plaisir aux gens qui embarquent, c'est surtout ça le principal. La Pauline va ensuite être confiée pendant plus d'1 mois à ce charpentier de marine. Il a fait du bois sa spécialité. Les bateaux de renom se succèdent dans son hangar. Après, on a le Grand Légion qui vient aussi en restauration après la Pauline. On a presque 1 an d'avance de travail. On repousse déjà le travail pour l'année prochaine, quoi.
Les bénévoles retrouveront ensuite la Pauline pour réaliser eux-mêmes les peintures. Désormais, l'association est endettée sur les 6 prochaines années, alors un appel aux dons est lancé, ainsi qu'une invitation à tous les curieux désireux de les rejoindre. Les sorties en mer reprendront à la mi-mars. À Bignan, c'est un tout autre travail d'artiste qui est à voir, celui de Daniel Schall, un photographe lorientais. Le Centre d'art contemporain du domaine de Kerguéhennec accueille ces clichés réalisés pendant une résidence à Malensac, une commune rurale du Morbihan. Des œuvres proches du documentaire, sans artifice, que nous fait découvrir Fanny Coconi. Des portraits d'habitants, des bâtiments, des paysages. De novembre 2017 à février 2018, Daniel Schall s'est immergé à Malensac. En résidence dans l'école publique de cette commune de 2200 habitants, le photographe a retenu une trentaine de clichés. Ce territoire rural au passé ouvrier fait écho à l'actualité. On y voit un morceau de cette France qualifiée parfois de périphérique. C'est des paysages qui m'inspirent beaucoup. J'avais titré aussi ou sous-titré une de mes séries, Les Abandonnés. Cette idée de l'abandon des lieux et en fait de la mémoire qui continue à sourdre dans les paysages. Et je crois que c'est quelque chose qui sourd actuellement dans l'actualité. Ce travail au long cours, sans artifice, interpelle, loin des images surfaites des réseaux sociaux. Ce qui m'intéresse, c'est un peu la vérité des choses et de ne pas la trahir par une photographie qui serait une photographie de communication, une photographie qui embellirait les choses. Je pense que la réalité telle qu'elle est, parfois dans sa brutalité, on peut y découvrir vraiment une beauté. Et ces images, Daniel Schall les a réalisées à la chambre photographique, appareil contraignant où chaque prise de vue a un coût. C'est l'outil de l'origine de la photographie en fait. C'est un appareil statique qui oblige à composer les images de manière très rigoureuse et qui entraîne le photographe justement vers une photographie réflexive. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse dans la photographie, c'est de faire réfléchir les spectateurs sur ce qu'ils sont en train de regarder. Cette exposition est à découvrir jusqu'au 10 mars. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Ce soir, dans votre magazine L'Instant T, les fake news et les théories du complot sont au programme. Pauline Ferco reçoit l'auteur de Quand est-ce qu'on biaise ? Il nous aide à contrecarrer les complotistes. Au programme également, rencontre avec un des leaders bretons du nouveau mouvement Place Publique. Et puis, dans l'Instant Éco, Christophe Boucher vous parle de Forumap, le forum de l'apprentissage qui se tient à Brest le week-end prochain. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et à 23h15 et en replay évidemment sur les sites internet de TB Sud et de TBO. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau journal régional. Je vous souhaite une belle soirée sur nos antennes. À demain.